Bon, j'y vais tout de suite parce que le séminaire est long. Je ne le ferai pas en entier. Plus exactement, je vais en donner une version rapide pour que vous ayez le mouvement, parce que c'est le mouvement qui compte, et la prochaine séance, qui n'est pas la semaine prochaine, hein, puisque la semaine prochaine, c'est le lundi de Pâques, qui est donc la semaine d'après. Ça doit être le 13, hein, c'est ça. Le 13, j'entrerai dans les détails parce qu'il s'agit du nerf du séminaire. C'est aujourd'hui que je voudrais que vous compreniez ce qui est en question. Bon. Alors, l'autre entendement. Bon, cette proposition très singulière. Ne pas oublier que mon projet est de changer d'entendement. Ce que j'ai laissé en suspens, c'est si c'est un infinitif ou un impératif. Si c'est un impératif, c'est pas pareil. Hein? Bon, vous allez voir tout de suite. Bon, et c'est plutôt un impératif. Bon, ça appartient, cet énoncé, à une série de suppositions hyperboliques qui sont des bouffées d'imagination qui font le philosophe lui-même. Autrement dit, sans cette bouffée d'imagination, je dis bien imagination, pas de philosophie. Il y a du travail philosophique, hein, je ne dis pas que... Bon, mais si on veut être un peu créateur, alors on ne commande pas évidemment à une bouffée d'imagination, elle vient ou elle ne vient pas. Bon, vous remarquerez que, et j'aimerais le faire en détail sur quelques philosophes, et vous l'indiquez sur tous, tous les philosophes commencent par une proposition non naturelle, qui n'est pas acceptable, qui n'a guère de sens, qui est contradictoire, qui est paradoxale, qui est ou absurde. Bon, et il faut franchir ce seuil, qui est le seuil qui coupe avec le langage ordinaire. Si on ne coupe pas avec le langage ordinaire, alors il y a le plus stupéfiant de tous, c'est Aristote, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec lui là-dessus, à savoir que je me suis dit, quelle est sa proposition, je dirais, aberrante, quelle est sa bouffée d'imagination qui, je ne veux pas me mettre dans la série des grands, hein, je m'en fous, hein, bon, mais ce que je dis, changer d'entendement impératif, c'est la matrice de tous les énoncés paradoxaux et initiaux qui amorcent une philosophie. S'il n'y a pas une certaine façon de rompre et de renaître avec un nouveau langage et une nouvelle façon d'être au monde, il n'y a pas de philosophie. Hein, donc, il faut cesser d'appartenir à ce monde, c'est pas évident, et il faut renaître à un autre monde, bon, dans le même. Alors, évidemment de façon fictive, évidemment, ça s'appelle l'imagination, bon, et évidemment de façon volatile. Autrement dit, le défaut que ce soit ici un séminaire, c'est que ça a l'air d'être devenu un objet durable, changer d'entendement, puisque de semaine en semaine, j'en parle. Bon, vous comprenez que quand on présente l'enseignement de Platon, le véritable enseignement de Platon, celui qui est initiatique, comme on dit, il se passe avec quelques disciples choisis, sans doute, hein, et il a lieu dans l'instant. Ce qui est révélé est compris dans l'instant, et l'instant d'après c'est effacé, mais vous êtes modifié. Vous n'êtes plus le même. Vous avez été initié, vous n'êtes plus le même. Bon, vous allez me dire, voilà, mais, alors Aristote est très loin de ça. Hein, c'est pourtant, il est tout près en génération, mais il est très loin de ça. Bon, par exemple, la bouffée délirante, presque,
de Platon. On ne la trouve pas comme ça, hein. Ils n'annoncent pas qu'ils annoncent une bouffée d'imagination. Ils l'ont, et puis à vous de la trouver. Bon, c'est que il est indifférent pour philosopher que vous soyez vivant ou mort. Si vous acceptez ça, hein, bah, bon. Et alors, quand dans ces démêlés avec les sophistes, ils jugent important d'avoir des adversaires qui estiment que entre l'authentique et le semblant, mais plus c'est semblant, mieux c'est, et plus le semblant est ressemblant, mieux c'est, et quelle importance ça a d'avoir affaire à l'authentique et pas au semblant. Il y a une exposition Velasquez, là. Il va y avoir, oui, je ne sais pas. Bon. Je vais y venir tout à l'heure, mais à titre d'exemple, je présume qu'il doit y avoir du faux Velasquez qui s'est glissé. Et c'est l'ordre du monde, ça. Si vous ne faites pas l'hypothèse qu'il y a un peu de faux Velasquez quelque part dans la collection, vous imaginez un monde qui est proprement platonicien. C'est-à-dire où on a terminé l'analyse interminable de ce qui fait un Velasquez, parce que toutes les attributions, elles sont attribuées, mais enfin, c'est du baratin, hein. Bon. Mais comment voulez-vous avoir en main l'attestation absolument irréfutable que c'est du Velasquez? Vous allez me dire, si on insiste comme ça, on va au cabanon. Bon, donc, pour rester sage et pour rester sensé et garder l'entendement commun, on dira tous, nous avons vu l'exposition Velasquez. Bon, mais avec toujours l'idée qu'il y a du faux. Et qu'il y a du faux, bon, eh bien, la supposition folle de Platon, c'est qu'il faut qu'il y ait du faux qui ressemble tellement au vrai qu'on s'y méprend et qu'on s'y trompe. C'est quand même vrai pour un philosophe. Alors, la supposition la plus singulière, c'est celle d'Aristote. Parce que j'ai trouvé, par exemple, chez Descartes, c'est évident, chez Descartes, qu'il y a des suppositions, des bouffées d'imagination. Il est évident que chez Hegel, il y en a. Il est évident que chez Husserl, on va la nommer, elle est facile, presque facile. Effectuer la réduction eidétique, c'est-à-dire opérer comme si vous aviez neutralisé la naturalité des choses. Bon, et comme si vous n'aviez plus affaire qu'aux essences. La matérialité, vous la laissez tomber, vous la laissez en suspens. Bon, comment voulez-vous laisser en suspens ce qui est? Bon, alors, j'ai beaucoup cherché, bon, chez Plotin on pourrait trouver, bon, c'est nécessaire qu'il y ait cette rupture, sinon on continue dans le bavardage mondain. Bon, et je me disais, il n'y a qu'Aristote qui a l'air d'échapper parce qu'il a une imagination nulle. Bon, c'est vrai. Bon, mais j'ai trouvé une chose, c'est que son coup de génie est une bouffée d'imagination, c'est que la philosophie, dans sa plus haute, je dirais, exigence et technicité, doit être indiscernable de l'expérience ordinaire. Autrement dit, il y a des arbres dans l'expérience ordinaire, il faut que vous philosophiez de telle façon qu'il y ait la possibilité qu'il y ait des arbres réels. Bon. Quand vous voyez un arbre, je le dis souvent, vous n'avez pas, quand vous êtes aristotélicien, à vous demander si c'est un semblant d'arbre, alors que vous avez à vous le demander quand vous avez affaire à Platon. Bon. Alors, donc, même Aristote, mais il fait il a la bouffée d'imagination la plus surprenante, c'est-à-dire celle qui n'a pas l'air d'en être une. Mais c'est énorme, quand on vient après Platon, de déclarer qu'il est exigé de la philosophie qu'elle soit un enchaînement de logos assez ajusté à l'état des choses pour que
il puisse y avoir une façon de tout nommer. Tout est nommable, même les situations du cours du monde qui sont, ma foi, un petit peu étranges à dire. Bon. Alors, évidemment, la question est cette supposition hyperbolique. Elle est hyperbolique, c'est-à-dire qu'elle dépasse de très haut, je dirais quelque chose de sensé. Quelque chose de sensé. Bon. Je prends hyperbolique comme Descartes l'a introduit avec le malin génie. Hein. Bon. Alors, supposition hyperbolique, je ne sais. Alors, elle ne vient pas par décision. Vous ne pouvez pas décider d'avoir cette bouffée d'imagination. Elle vient par éruption. Bon. Elle peut être évidemment pseudo, évidemment. Comment faire l'épreuve? Quelle est la pierre de touche pour savoir si c'est une véritable. Rien ne dit que changer d'entendement ce soit une véritable bouffée d'imagination ou un semblant, car tout s'imite, hein, tout s'imite, et le vrai encore mieux, hein, et le faux et tout. Bon, voilà. Bon, pas facile à déceler, Bon. Car elle n'est pas indiquée, tout de suite. Bon, par exemple, la bouffée d'imagination de Spinoza, elle n'est pas bien vue l'imagination, hein. Bon, c'est que le par-soi, qui est, je vous le rappelle, muet, il est muet. Hein. C'est-à-dire que puisqu'on a éteint toutes les questions qui serait de nature où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va, quel support, etc., quel garant, on ne peut plus parler. Et on laisse parler, ou bien la chose elle est muette, hein, ou bien si elle parle, elle est ésotérique. Eh bien lui, il réussit le coup de faire parler le par-soi de moré géométrico, à la façon des géomètres. C'est-à-dire que tout le monde, ça ne délire pas, tout le monde peut déduire les propositions de l'éthique. Bon, alors, il est important, évidemment, de savoir que cette bouffée d'imagination est une bouffée de toute puissance, et que donc, elle a évidemment toujours ébranlé, évidemment, chez Nietzsche, on ne les compte plus, je ne sais pas, je n'ai pas osé faire le décompte des bouffées d'imagination chez Nietzsche. Alors, une bouffée d'imagination, c'est une bouffée d'imagination ontologique, c'est-à-dire qui concerne ce qu'on appelle exister. Et ça consiste à retoucher, à modifier ce qu'on appelle exister, en dehors de l'opposition exister, ne pas exister. Bon. Il y a, pour parodier quelqu'un qui est un très grand philosophe et dont la bouffée d'imagination est dans un titre autrement qu'être, c'est tout à fait génial, ça. Bon, tout à fait génial. Ce que je propose, c'est pas pour me distinguer, c'est parce que j'en ai besoin pour mon affaire, c'est autrement qu'exister. Alors, par exemple, quand vous dites Dieu existe ou Dieu n'existe pas, est-ce que vous employez exister comme vous l'employez quand vous dites le centaure existe ou n'existe pas? Bon, ou quand vous avez besoin disons, du verbe exister. Bon, je crois que c'est très mal vu comme phrase, ça. Dieu est ni existant ni n'existant pas. Bon, donc je crois qu'on se bat de façon inutile entre ceux qui sont pour son existence et ceux qui sont contre, parce que c'est autre chose qui est en question. Alors, l'autre entendement, il est exposé. Alors d'abord, l'autre entendement, c'est l'autre entendement de l'entendement ordinaire, évidemment. L'entendement ordinaire, il est exposé dans l'Organon d'Aristote. C'est pourquoi c'est à la fois le plus simple
puisque c'est l'entendement qui correspond à l'expérience ordinaire. Dans l'expérience ordinaire, quand vous avez posé une écharpe sur la table, ça dure, ça persiste, ça ne se volatilise pas. Bon. Mais il faut distinguer l'écharpe et la couleur de l'écharpe. Donc il faut disposer d'une différence entre substance et qualité. Et là, on est entré dans ce qu'on appelle le problème catégorial. Bon. Et l'entendement, alors, l'autre entendement touche, c'est-à-dire met en péril, met en question les choses suivantes. Vous allez voir, elles sont énormes. Un autre entendement, ça met en péril l'évidence. Il y a de l'évidence autre que l'évidence. L'identité. Il y a de l'identité autre que de l'identité. Hegel disait, philosophie, c'est l'identité de l'identité et de la non-identité. Bon, je crois comprendre mieux cette phrase aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Bon, mais autrement dit, l'identité n'est pas obligée d'être identique à elle-même. Bon, dire qu'est-ce que c'est? Bon, on est dans un monde singulier. Bon, alors il faut retoucher le mot existence. Ça, je viens d'en dire un mot. Bon, exister, les scolastiques glosaient ça en disant c'est être posé hors de ses causes. Bon, alors si c'est être posé hors de ses causes, Dieu n'existe pas. Il ne faut pas appliquer à Dieu le mot exister. Bon, et je suis sûr qu'on fait un progrès énorme dans le problème de ce qu'on appelle de Dieu si on se débarrasse du problème de exister. Bon, le mot réel est touché. Le mot réel est touché. Bon, la syntaxe est touchée. La syntaxe est touchée. Ce qui est touché aussi, ce sont les contraires et les contradictoires. Vous vous rendez compte, tout ce qui est touché? Il n'y a plus rien. C'est plus le même monde. C'est plus le même monde. Les contraires sont les mêmes. Bon. Et puis surtout, une chose qui est, je vais y venir assez longuement parce que c'est très important, il y a du par ailleurs de la philosophie. La proposition hegelienne, la philosophie est le tout, est une de ces bouffées d'imagination. Bon, une de ces bouffées d'imagination ontologique. Bon, mais il ne veut pas dire, et qu'elle n'est pas fou. Enfin, pas fou, non. Et vous savez très bien que être menuisier, ce n'est pas être philosophe. Que si vous commencez à tripatouiller la philo et la menuiserie, vous allez faire du Heidegger. C'est-à-dire, vous allez essayer de démontrer que le philosophe c'est une sorte de menuisier de l'être, puisqu'il est bien le berger de l'être, pourquoi il ne serait pas le menuisier de l'être? C'est-à-dire, qu'est-ce que fait un menuisier? Un menuisier, c'est un homme qui a un métier, donc qui s'y connaît avec les matériaux. Il y a une très belle analyse de Santi là-dessus, qui sait toucher le bois, qui sait quel est le bois qui va convenir au travail. Bon, ensuite c'est un homme qui sait travailler avec des outils, qui a le maniement des outils, et puis qui sait que c'est pas une tâche infinie, qu'il faut avoir fini le meuble, la table à une date donnée. Bon. Il ne fait pas de philosophie, hein. Bon, et pourtant, vous n'allez pas dire que c'est rien. Vous n'allez pas dire qu'un menuisier, c'est personne. Bon, alors, la tradition que je veux interrompre, c'est, d'où ça vient un menuisier? Généralement d'un menuisier. C'est-à-dire, son père était menuisier. Bon, pas toujours vrai, mais enfin, ou vient d'une école de menuiserie, provenance, mais quelle importance, quel intérêt, destination, il va faire des meubles, ou des menuisiers, hein, garantie de quoi? Garantie, c'est le modèle, c'est l'épure, c'est la commande, la garantie, hein. C'est-à-dire, on lui a commandé une table, s'il donne une chaise, ça ne va pas. Et puis le support, ce sont les matériaux, ce sont les outils, ce sont toutes les conditions matérielles pour réaliser le travail. Alors, le par ailleurs,
c'est un nom que j'ai forgé pour nommer ce que la philosophie à la fois ne peut pas ignorer et veut ignorer. Bon, alors, je reviens, je vais avancer puis reculer un peu. Bon, donc, ce qu'on en est, je viendrai tout à l'heure à la question du par ailleurs qui est énorme. Bon, s'il n'y a pas de par ailleurs, il n'y a pas de philo, et c'est vrai. Et il est indispensable que on invente un rapport et le nom d'un rapport qui est le non-rapport entre le par ailleurs et la philo. Car si vous mettez un rapport entre le par ailleurs et la philo va bouffer le par ailleurs. Bon, elle phagocyte beaucoup, vous savez, la philo. Elle va rentrer et elle va chercher des fondements, des causes, etc. Bon, non. D'ailleurs, je vous ai déjà dit ici que mon ami Yann Thomas, qui était spécialiste en droit romain, me disait tout le temps, j'ai rien à faire, on était pourtant très amis, j'ai rien à faire de ta philo. Autrement dit, les problèmes que je rencontre, je les pose à l'intérieur du droit romain, et je ne vois pas en quoi, pour clarifier le mot res, chose, j'aurais besoin d'aller chercher Heidegger, das Ding. Je ne vois pas. C'est à l'intérieur des distinctions entre choses, personnes, etc., que je dois trouver ce qui se passe. Et, bon. Alors, ça, j'y viendrai. Mais encore quelques remarques sur le changement d'entendement. Alors, ce n'est pas du tout une affaire de psychologie cognitive. Il ne s'agit pas de changer physiquement. Bon, mais un cas de ces imaginations ontologiques qui est la condition requise pour entrer dans la philosophie. Bon, alors, vous vous rappelez, je ne vais peut-être pas y revenir, il y avait 4 tâches simultanées, j'en ai parlé la semaine dernière, ça, 4 tâches simultanées pour entrer, d'abord, pour changer l'entendement, d'abord. Bon, c'est-à-dire pour modifier ce qui caractérise l'entendement ordinaire, c'est-à-dire la co-entente, autrement dit, les hommes peuvent se comprendre, il n'y a pas d'homme dont l'entendement est tel que ce soit un mage ou un prophète, ça veut dire qu'il n'y a pas de prophète à l'entendement, il n'y a pas de prophète. Bon, un prophète parle une autre langue, et il faut un interprète qui parle la langue des hommes. Bon, deuxièmement, il faut une stabilité, comme dit Kant, si le cinabre était tantôt rouge, tantôt pas rouge, ça compliquerait les choses. Je pense que c'est le cinabre, je n'ai jamais su, je n'ai jamais cherché. Tu as cherché, toi, c'est une couleur, c'est rouge. Oui, c'est rouge. C'est rouge, mais je ne sais pas ce que c'est un sel, c'est pas. Oui, c'est un composé chimique. Un composé chimique, Bon, mais s'il était tantôt rouge, tantôt autre que rouge, l'expérience serait en l'air. Bon, il y a une stabilité de l'entendement là. Bon, ensuite il y a le partage catégorial dont je parlais tout à l'heure. Les choses se partagent en catégories. Le rouge tout seul n'existe pas. Le rouge est le rouge du tapis. Bon, et le tapis existe par lui-même. Bon, pas par soi, mais par lui-même. C'est-à-dire qu'il a été fait, le tapis. Mais une fois qu'il a été fait, il est séparé de son auteur. Bon, c'est pas une création continue. Quand le tapis est fini, il est fini. Bon, partage catégorial, et enfin, une pierre de touche du réel. Bon, alors, quand vous avez cet entendement, je dirais, ordinaire, mais majeur, quand je dis ordinaire, il n'est pas à mettre à la poubelle. C'est celui qu'Aristote nous préconise, lui qui est celui qui, à mes yeux, peut-être le plus audacieux d'oser identifier intégralement
la possibilité philosophique avec l'expérience telle qu'elle a lieu. Bon, alors, il pleut, et puis il cesse de pleuvoir, il faut à la fois le constater et chercher la cause. Et voyez les météorologiques. Il écrit un bouquin sur les événements atmosphériques. Bon, il ne dédaigne rien. Comme disait Leibniz, je ne méprise presque rien. Aristote ne méprise aucun problème. Il n'y a pas de petit problème. Bon, alors on se demande pourquoi il trouve que les femmes ont moins de dents que les hommes. Ça, on ne sait pas trop. Hein. Pourquoi il fait cette observation. Bon, enfin, dans l'histoire des animaux, il n'invente pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux fabuleux. Il n'y a que des animaux qui ont 4 pattes, une queue, etc. Et puis des propriétés. Bon. Donc, l'entendement aristotélicien est la règle pour s'orienter dans le monde. Hein. Bon. Et voilà que je vous propose un entendement où on ne va plus s'orienter dans le monde, mais on va s'orienter d'un côté dans une ornière et de l'autre dans un frayage. Bon, qui sont 2 autres tentations. Dans une ornière où on est bien, je vous disais, parce que comme on n'est pas encore en philo, mais dans la pré-philosophie, on l'a fait durer la pré-philosophie jusqu'au moment où il faudrait oser proférer la bouffée d'imagination ontologique. On ne le fait pas et on tombe sur le par-soi qui est un abîme. Alors cet abîme, lui, il se subdivise, vous vous rappelez, le par-soi, ou bien il est intégralement muet, et il est muet comme une pierre, sauf que ce n'est pas une pierre. Hein. Bon, je comprends un peu pourquoi il y a des pierres comme ça dans des religions. Bon, parce que ça emblématise quelque chose d'à la fois muet et extraordinairement signifiant. Bon, je ne veux pas m'engager davantage. Bon, parce que j'y connais rien dans le fond. Bon, sur la fonction des pierres, mais je crois que le Christ dit qu'il n'a qu'une pierre comme oreiller, etc. Bon, des choses de ce type. Bon, et l'ornière vous met au bord de l'infini, d'un infini qui n'est pas quelque chose, qui est le par-soi, qui lui-même, ou bien est muet, ou bien il parle, mais une langue que vous ne parlez pas, vous. Donc il faut un interprète, allez le trouver. Bon. Ou bien un frayage, c'est-à-dire, là, vous allez au-devant des irréductibles. Alors, j'ai un peu avancé sur l'irréductible, j'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire, si on poursuit l'analyse trop loin, hanté par la recherche de l'élément. L'élément, c'est ce qui est indécomposable dans une analyse. On est pris par un vertige, le vertige de l'élément, et de l'élément, si on a trouvé qu'on peut diviser l'élément, on a un élément encore plus élémentaire. Si on est pris par le vertige de l'événement, de l'élément, on est perdu. Bon, alors, dans, je dirais, l'entrée dans l'ornière, il y a une maladie de la philo qui se signale, qui est l'amour du toujours plus difficile. Vous verrez un philosophe à ce signe qu'il vous dira tout est difficile à faire. Alors, moi je suis un peu comme ça, je dis que tout est difficile à faire. Les œufs plats, c'est difficile à faire. Bon, c'est très difficile pour que ce soit réussi. Alors on peut faire vaguement des semblants de plats, mais des œufs plats, bon, et puis etc. Bon, par conséquent, l'hypertrophie du difficile est à la fois extraordinairement excitant, extraordinairement attractif et prodigieusement dangereux. Bon. Et le frayage, lui, il doit
passer outre un interdit, entre autres, un interdit du style suivant, la démonstration des principes, ce qui est évidemment proscrit par Aristote. Et il surveille qu'on n'entre pas dans l'expérience ordinaire par les interdits, parce qu'alors là, on va évidemment pouvoir rencontrer tout de suite des irréductibles et fabriquer des choses anormales. La première phrase de la métaphysique d'Aristote, c'est « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Bon, tous les hommes désirent naturellement savoir. Et la première phrase, c'est pas quelques-uns aiment à entrer par l'entrée interdite. Bon, hein, alors ce qui est quand même le problème de la démonstration des principes, puisque si vous voulez démontrer des principes ou des principes, etc., régression à l'infini. Bon, et Aristote dit il faut surveiller ça parce que c'est un désir. C'est un désir de vouloir démontrer les principes. C'est jamais réglé. Et comme tout désir, c'est persistant, et outre que c'est persistant, ça vous fait dérailler. Donc il faut le contrôler. Il est évident, en conséquence, qu'il y a une santé de la philosophie. Bon, vous savez bien que c'est un motif très important chez Nietzsche et chez Deleuze, à savoir que de la santé et de la maladie, c'est la santé qui a su affronter la maladie et se confronter à elle, et alors on ne sait pas si c'est la maladie qui a vaincu ou la santé qui a vaincu, mais l'irréductible, c'est un irréductible à santé-maladie, fait que si vous dissociez santé et maladie, ben vous perdez, vous ne pouvez plus lire Nietzsche. Bon, c'est pas la peine de vouloir prendre. Donc, vous ne pouvez pas dissocier. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu plus familier, mais bon. Alors, la santé de la philo, c'est de concentrer. Il y a entre autres, minimum de règles, c'est il faut qu'il y ait quelques faits initiaux. Il y a des faits. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de faits, donc si vous voulez que tout ait été touché par le rationnel, si vous voulez quelques faits naturels ou faits bruts, Hegel vous fera votre affaire tout à l'heure. Bon. Et puis, il ne faut pas faire vaciller le langage. Les gens du XVIIe siècle, et encore Fichte, ne font jamais vaciller le langage. Et si le langage s'énonçait autrement, et s'il y avait un autre langage, et si on pouvait parler autrement, non. Et il n'a même pas besoin de beaucoup d'explications. Lisez Pascal, vous comprenez très bien ce que veut dire le mot lumière. Si vous demandez une explication, c'est un corps lumineux qui, etc., il dit, vous voyez bien ce que vous racontez là. C'est un texte, c'est le texte même. Hein. Si vous employez le mot lumineux pour expliquer le mot lumière, vous faites des bêtises. Bon, c'était les thomistes qui faisaient ça. Bon, c'est le corps lumineux qui passe à l'acte. Bon, des folies. Bon, donc il ne faut pas faire vaciller le langage. Hein. Bon, alors. Il est évident donc qu'il y a deux chemins. Il y en aura quatre au total. Il y aura quatre chemins. Il y aura tout à l'heure le métier et un peu après l'appartenance à une généalogie. Quand des philosophes, c'est pas qu'ils s'engendrent les uns les autres, mais ils se répètent les uns les autres. Ils n'ont pas l'air, mais ils disent tous une seule chose, à savoir quelques conséquences, disons, d'un énoncé délibérément fou, mais délibérément issu. Ils ne savent pas, ils ne cherchent pas d'ailleurs. Ils ne cherchent pas d'où peut leur venir cette étrange pulsion à fabriquer un énoncé qui est une remise en question de ce
qui pour nous est à peu près stabilisé, exister, ne pas exister. Bon. C'est très compliqué de comprendre un autrement qu'exister. Pas exister autrement. Pas exister avec deux têtes. Ça, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. C'est exister autrement. Non, mais autrement qu'exister. Bon. Alors, et qui n'est pas ne pas exister, qui est le contraire, et le contraire qui est retouché. Bon. Alors, dans l'ornière, il y a une séduction comme dans le frayage. La séduction de l'ornière, c'est l'horizon. L'horizon est une jointure entre, ma foi, la philosophie et puis le par ailleurs. Bon, une jointure. Et toutes les idées résident à l'horizon. C'est la lettre de Kant, ça. Hein. C'est pas moi qui. Autrement dit, l'idée de justice, ne vous étonnez pas qu'elle ne soit pas parmi nous. Elle est à l'horizon. L'idée de beauté, ne vous étonnez pas qu'elle ne soit pas parmi nous. Bon, il n'y a que quelques représentants. Bon, elle est là-bas. Mais là-bas, il s'éloigne à mesure qu'on s'approche, évidemment, puisque c'est un horizon. Et vous comprenez bien le motif, à ce compte-là, du retrait de l'être. L'être, c'est ce qui se retire le plus, parce que c'est le plus à l'horizon. Bon, on essaiera de voir ce que veut dire le mot être, mais c'est chez les Grecs, puisque c'est eux qui ont inventé, c'est un mot qui joue d'une équivoque, qui joue de l'équivoque de la copule et de l'existence. Une équivoque, hein, ça. Bon. Et qui contient une certaine idée de persistance. Bon. Donc, être, c'est l'extrême et l'exacte jointure de la nature et du logos. Le fait que les choses puissent se dire et que ce que l'on dit des choses, quand on dit d'une écharpe qu'elle est jaune, eh bien, être jaune, c'est ça de l'être. C'est être jaune qui est bon, c'est-à-dire c'est la teneur du langage. Le langage ne contient pas les choses, évidemment. Ça, c'était les sophistes qui disaient ça, hein, pour embêter Platon. Bon, le langage contient, il dit l'être. Donc, c'est un effet d'être. L'être est un effet de langage. Et par conséquent, on ne peut pas aller plus loin. Bon. Alors, si vous le mettez en retrait, très loin à l'horizon, vous n'aurez jamais la jointure du logos et de la nature. Et par conséquent, n'ayant jamais la jointure, vous pourrez toujours ou bien sombrer dans l'ésotérisme à propos de l'être, bon, ou dans, je dirais, l'hermétisme à propos du langage, puisque vous n'êtes pas tenu, Hegel interdit le langage ésotérique comme le langage hermétique. Bon, le langage doit être compréhensible. Aristote aussi. Aristote dit une phrase, un homme doit la comprendre, si elle est bien faite. Une phrase, un homme doit la comprendre. Et je vous disais qu'il y a quatre langues chez les Grecs. Hein, je leur dis en passant, parce que cette séance, elle fait redéfiler un certain nombre de problèmes. Il y a une langue des dieux qu'on ne comprend pas, une langue de geste qui est celle de la pitié, une langue de l'interprète qui est la canaille. C'est l'interprète la canaille, hein, parce que s'il se fait payer, il dit que ça veut dire autre chose. Et puis l'homme qui comprend une phrase par lui-même. On doit comprendre le langage par soi-même, on ne doit pas se faire expliquer. Hein. Bon, quand vous voyez dans l'autobus, quand vous montez, vous validez. Bon, moi je suis un peu chinois, je dis valider, je ne comprends pas bien. Bon, ou bien il y a d'autres mots comme ça. Hein, d'autres mots comme ça. Eh bien, là je fais, autrement dit, atteinte à deux choses. Aux lois, c'est pour ça, les lois sont supposées être compréhensibles par soi, par tout entendement humain,
Bon. Et le langage, il est compréhensible par soi. Tandis que je n'ai pas à demander à mon voisin que veut dire valider. J'ai pas besoin, il ne sait pas plus que moi d'ailleurs, mais bon. Il y a aussi, à la gare, ce qu'on fait là, composter. Composter. Dans le fond, vous employez ce mot, vous l'employez, mais je vous mets au défi de me dire ce que ça veut dire. Bon, c'est pas grave, on ne va pas perdre son temps. Hein. Bon, alors, d'un côté, un horizon qui correspond à la séduction de l'ornière et correspondant à la séduction de l'effraction, là, le tracé qui essaie de pénétrer, le frayage, la transgression. Bon, Aristote sachant bien que le désir intellectuel est un désir, il faut le surveiller, parce qu'il est toujours prêt, le désir intellectuel, à faire des provocations, à provoquer des scandales et à toucher la folie. Bon. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la cartographie. L'irréductible est difficile. Bon, je vous en ai donné une liste la semaine dernière. Il y en a une qui tient bien, qui résiste bien. C'est il faut qu'il y ait de l'irréductible dans l'art. C'est-à-dire qu'il faut que l'analyse s'arrête. Et si elle ne s'arrête pas, ce n'était que de la menuiserie. C'est-à-dire si ce n'était qu'un effet de bon ouvrier. Bon. C'est-à-dire que ce n'est pas en sachant comment c'est fait que vous comprendrez ce qui est visé par le supplément dans l'œuvre d'art qui est irréductible. Alors, est-ce qu'il ne se dit pas, vous savez que c'est un débat classique ça, est-ce qu'on arrive à trouver une langue pour dire l'irréductible de l'art ou pas? Je n'en sais rien. Bon, je ne vais pas reprendre la liste de l'irréductible, mais je ne sais pas si la répétition dans l'ornière rend plus fort, mais la confrontation à de l'irréductible rend plus fort. Autrement dit, si vous avez réussi à repousser un peu plus loin l'inanalysable, c'est-à-dire toujours sous la hantise de l'élément, hein, ma foi, vous êtes plus fort. Alors, maintenant je passe à une question qui essaie de régler son compte à cette affaire majeure de la volatilité. Bon. Une bonne intellection est volatile. Autrement dit, ce n'est pas si simple que ça d'attraper par un mot une intuition qui file. Pas si simple, hein? Bon. D'ailleurs, au plus réussi de ce que je peux raconter ici, il faut que quand vous sortiez, vous vous demandiez, mais de quoi ça parlait? Même si on a compris. Alors, ou on a compris, on n'a pas compris. Ben non, il faut le nouvel entendement. On ne sait pas de quoi ça parle, mais on a compris. Bon. Donc, je dirais tout à l'heure que pour stabiliser le volatile, il y a un volatile dans le thé et tête, hein, vous savez, il y a dans le colombier, il y a un colombier, je n'ai jamais très bien compris cette histoire d'ailleurs, bon, il y a des volatiles un peu, bon, mais volatile ça veut dire que ça ne dure pas, ça ne persiste pas. Bon, pour stabiliser le volatile, il s'est trouvé que la philosophie s'est instituée, c'est-à-dire qu'elle fait durer ces objets en leur donnant
une stabilité transhistorique. Je prends la substance. Vous comprenez bien que la substance d'Aristote n'est pas celle de Spinoza, qui n'est pas celle de Hegel, etc. Bon, ils emploient le même mot, avec des équivoques majeurs. Bon, il n'y a pas de sens dominant de ce mot-là. Bon, c'est un mot fétiche, c'est tout. Bon, c'est un mot fétiche, c'est un mot qui signale, c'est un signalement qu'on a pénétré sur le terrain de la philo. Je ne dis pas domaine, parce que vous verrez tout à l'heure pourquoi. Sur le terrain de la philo, et que substance n'est pas volatile. Ça persiste. Bon. Alors, par exemple, pour donner un exemple, quand vous avez un objet grec qui vient d'une sédimentation et d'un durcissement du volatile. Bon. C'est agaçant le volatile, mais c'est indispensable. C'est pourquoi les gens à la fois se comprennent et font des contresens les uns sur les autres. Parce que 5 minutes plus tard, ça s'est envolé. L'intellection. Pas le sens des mots, mais l'intellection. Bon. Pour un objet grec qui s'est stabilisé, il y a 4 conditions pour qu'il soit stabilisé. Bon, il faut qu'on puisse indiquer la discipline première dont il relève. Il faut qu'on l'on sache, dans la série, que ce soit n'importe quoi, le n'importe quoi doit appartenir à une série, une liste. Bon, si c'est des meubles, je parlais de menuiserie, série des meubles, eh bien, quel est le meuble qui est, je dirais, le meuble par excellence, c'est-à-dire celui qui est le plus meuble. Bon, Aristote insiste là-dessus. Bon, on dit, la philosophie première, c'est pas un hasard s'il est l'inventeur de l'expression. Bon, mais toutes les disciplines et toutes les activités grecques ont besoin d'un premier. Le premier de la série ayant tendance à s'émanciper et à s'autonomiser et à devenir indépendant alors qu'il n'est que la tête de série. Bon. Deuxièmement, en tant que grec, la stabilisation ne peut passer que par le logos. La stabilisation par la pierre, qui est un cas de stabilisation. Hein. Vous ne pouvez pas stabiliser la substance dans une pierre. Vous pouvez donner un exemple de substance en disant la pierre est une substance, mais ce n'est pas une façon de stabiliser la notion de substance. Bon, je pense que vous comprenez le problème qui est quand même très, très important, parce que ce que vous avez pratiqué, en gros, toujours sous le nom de philo, vous avez pratiqué un travail sur des résidus d'intellection volatile qui sont devenus des choses dures et stables. Bon, hein, si vous travaillez sur la substance, l'accident, le système, bon, il n'y a pas un poil de système chez Hegel. Bon, d'ailleurs, le sens que lui donne au mot système, il emploie le mot système, n'est pas du tout celui qu'emploient les historiens de la philo pour dire qu'il y a un système d'Aristote. C'est pas pareil. Bon. Troisièmement, en tant que grec, il faut qu'il y ait une joute à propos de la chose. Ils sont très belliqueux, les Grecs, hein, très belliqueux. Autrement dit, quand l'un a parlé, il faut qu'un autre dise le contraire. Ça, c'est impératif. C'est impératif. La joute est la loi même de l'indéfaisable grec. C'est un irréductible grec. Hein. Si vous Un homme seul, c'est une proposition d'Aristote, un homme seul est soit un dieu, soit une bête. Bon, mais si un homme seul est avec un autre homme, c'est la joute, c'est-à-dire lequel l'emporte, lequel est supérieur. Et donc, on fait une hiérarchie, on fait une différence. Hein. Diaphora, ça veut dire une hiérarchie. Et puis, si c'est un truc grec,
il faut que votre objet consistant supporte un semblant. S'il n'y a pas de semblant, il n'est pas grec. Bon, c'est les Grecs qui ont inventé pour nous l'exigence du semblant. Je me souviens quand j'étais enseignant, surtout quand j'étais enseignant au lycée, je disais au début d'année, est-ce que vous penserez à avoir l'idée que dans 2 mois, c'est peut-être pas moi qui suis là, mais mon sosie. Est-ce que vous y penserez? Eh bien, jamais en des années d'enseignement, aucun étudiant ou élève ne m'a dit on a eu l'idée que vous étiez peut-être votre sosie. Et je dis, ça, c'est que vous êtes de mauvais platonisants. Un bon platonisant se demande s'il n'a pas affaire au sosie. Bon, l'Amphitryon se prête à ça, évidemment. Bon. Et donc, le semblant, là, est très important. Bon, je vais un peu vite parce que je n'arriverai même pas à... Bon, je dis un mot de la généalogie. Il n'y a pas de premier philosophe. Bon. À chacun sa bouffée d'imagination ontologique. Plus c'est divergent, mieux c'est. Mais elle doit avoir quand même toujours la même matrice, à savoir, alors, il faudrait l'écrire comme ça. Il y a rayé, qu'est-ce que j'ai dit il y a rayé de l'autrement qu'existait. Si vous ne rayez pas il y a, vous présupposez le problème, évidemment, à savoir que exister se retrouve là. Il y a. Donc il faut le rayer. Mais si vous le rayez, vous rayez la phrase. Donc ça, c'est plus du langage. C'est une phrase mal foutue. C'est une phrase qui ne tient pas debout de l'autrement. Alors, autrement qu'exister, ça peut devenir le titre d'un livre superbe quand c'est autrement qu'être, mais c'est un titre, mais c'est pas une phrase. Et pour Aristote, ça c'est incomplet. De l'autrement qu'exister. Il ne comprend pas. Il lui faut le il y a. Bon, vous savez, il y a dans les années 70, il y avait beaucoup de choses sous rature. Bon, aujourd'hui on rature moins, mais il y avait beaucoup de choses sous rature. Bon, pas trop raturées, sinon. Bon, alors, je vais pas. Bon, je laisse un peu tomber la généalogie. Bon, je ne reviens pas aujourd'hui sur la vie de l'entendement clivé en exercice de fait, ce que vous allez faire moi ici, exercice de fait. Bon, vous n'êtes pas trompé, vous avez reconnu la salle. Bergson disait, si vous étiez sensible aux différences, mais vous ne l'êtes pas, bon, vous ne reconnaîtriez rien parce que tout a changé, c'est ça la durée, bon, en une semaine, et vous ne pourriez pas vous orienter. Il faut donc qu'il y ait une stabilisation de la durée, qui sont comme des morceaux, je dirais, durs, qui permettent de s'y reconnaître. Bon, donc nous devons négliger l'excès de détail. L'excès de détail, pour essayer de percer si c'est un vrai Velasquez, rend fou. Bon, ne cherchez pas trop si c'est un vrai Velasquez. On le dit, ça suffit. Bon, et on voit bien comment la croyance est le support de tout ça. On le croit que c'est des Velasquez, c'est tout, ça suffit. Bon, alors, il y a l'exercice de fait, et puis il y a le pressentiment d'un régime supérieur de l'entendement. Alors, ce pressentiment,
c'est le pressentiment qu'il y a des gens qui parlent autrement. Bon, peut-être que ce qu'on appelle un poète, c'est ça aussi. Bon, ça c'est pour l'écoute. On ne peut pas écouter du Mallarmé facilement quand même. Hein. Bon, comme on dit, à l'écoute, Mallarmé c'est peu compréhensible, hein, mais même à l'écrit. Hein, il faut regarder de près. Bon, qu'est-ce que c'est que cet hermétisme? C'est évidemment un exercice de l'entendement qui n'est pas naturel. Bon, c'est pas une phrase pour homme, ça. Il faut que quelqu'un qui est initié vous dise, ou bien vous allez aller comme ça au hasard, ce que ça veut dire que Mallarmé, ou bien alors vous instituez vous-même en interprète, ce qui est votre droit. Bon. La stabilité dans l'autre version du régime hyperbolique, c'est la stabilité par le mouvement dans le changement de place sans vacances. Vous savez que les Grecs ont inventé la différence entre la place et l'occupant de la place. Bon, si vous faites coïncider ma place et moi, je ne peux pas décoller, il n'y a plus de mouvement. Je suis fixé et vous aussi. Bon, alors, on crédite hein, les Grecs d'avoir inventé qu'il y a des places et des occupants, légitimes ou pas légitimes. S'ils ne sont pas légitimes, ce sont des usurpateurs, en politique c'est constant. Si c'est légitime, et alors la meilleure façon de comprendre le mouvement, la stabilité, c'est de comprendre qu'il y a une non-vacance du siège qui est tout le temps occupé. Bon, et ce mouvement perpétuel équivaut à l'immobilité qui est le rêve grec, puisque le mouvement est quand même une chose navrante. C'est à la fois le signal du réel, ce qui est en mouvement signale que c'est du réel, et c'est dommage parce que ça le rend difficilement connaissable. On ne connaît bien que les choses immobiles. Alors, paradoxe pour les Grecs, ils se débrouillent. Bon. Et puis, le troisième point, le troisième, c'est, je n'insiste pas, que les contraires sont un, et Héraclite l'a très bien vu ça, bon, et qu'il y a quatrièmement, comme pierre de touche du réel, à la place un autocontact du se sentir opérant. Vous ne sentez pas, en général, vous ne sentez pas votre entendement opérer. Bon. Et comme on ne sent pas sa raison. Bon. Et imaginez que nous ayons cette sensation. Qu'est-ce que serait que cette sensation de la raison, de l'entendement? Bon, ce serait fabuleux. Et évidemment, c'est une de ces bouffées d'imagination qu'il faut réfréner. Il faut les réfréner, sinon on va dans le décor. Hein. Bon. Alors, là, je vais passer parce que je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps du tout, là. Bon, alors, la philo, hein, elle est donc entre l'obsession de la monstration constante de son identité, mais alors, j'ai compliqué le mot identité aujourd'hui, puisqu'il y a de l'identité qui peut très bien ne pas avoir l'air identique. Bon. Je vais vous donner l'exemple tout de suite, anticipant, mais tant pis, puisque le temps passe trop vite. Quand vous voyez des Rothko, le peintre, vous avez d'abord spontanément en tête les tableaux qui sont comme des rayures là. Hein. Bon. Mais il y a un Rothko jeune qui peint des arbres.
Bon, ce sont des arbres. Bon. Si vous dites Rothko 1 peint des arbres, bon. Rothko 2 peint toujours des arbres, mais je ne les reconnais pas. Bon. Dans sa chapelle à Houston, hein, c'est ça, non hein? C'est tout noir. Oui, tout noir. Bon, il peint, mais c'est toujours des arbres. Bon, mais vous les reconnaissez encore moins. Et quand il se suicide, il peint, mais c'est la limite de la peinture. Comme si vous dites pour Rimbaud, quand Rimbaud écrit des poèmes, il écrit des poèmes. Quand il va en Abyssinie, il écrit des poèmes. Et quand il meurt à Marseille, une tumeur au genou, il écrit des poèmes. Alors vous allez me dire, mais tout devient tout là-dedans. Ben, oui, je vous signale hein, qu'il s'agit d'un entendement fou. Bon, d'un entendement pris de folie. C'est-à-dire que l'identité est extraordinairement un spectre très large. Et que Rothko peint toujours. Et que donc peindre, c'est beaucoup plus large que ce qu'on croit. C'est beaucoup plus large que mettre, disons, des pigments sur une toile pour donner l'impression que c'est un arbre. Et écrire des poèmes, c'est bien plus que rédiger. Bon, alors, vous comprenez que l'identité étant à ce point disloquée, bon, quand je vous dis que la philosophie est prise entre l'obsession de la monstration constante de son identité, il faut savoir de quelle identité il va s'agir, parce que ça peut partir très loin. Donc la tâche elle est infinie là, et vous ne finirez pas. Donc vous reviendrez à Aristote et vous choisirez évidemment l'entendement ordinaire qui est que la philosophie c'est quand même non pas ce que fait le menuisier, parce que dans le fond quand Heidegger dit le menuisier fait de la philo et le philosophe fait de la menuiserie, il applique la logique de tout à l'heure, à savoir qu'il ouvre l'éventail de l'identité au-delà de ce qu'on appelle, nous, de façon mesquine, l'identité, A égale A. Mais c'était un peu mesquin, ça. Hein bon. Mais alors, évidemment, tout ça n'est pas représentable, tout ça n'est que pensable. Hein, pensable seulement. Bon. Alors donc, la philo, entre ça, l'obsession et l'accrochage à des irréductibles. Alors, je voudrais un petit peu... parce que le problème des irréductibles me tracasse. Alors, bon, là j'ai quelque chose pour tout à l'heure, mais alors, je passe. Bon. Je demande 30 secondes. Bon. Bon. Alors, entendement ordinaire. Bon. Bon. Là. Alors, bon. Mais, bon. Alors. Mais par ailleurs, on a parlé des heures carrées sur la philo, mais il reste, mais par ailleurs, le monde reste tel quel, il change tel qu'il change. Bon, il y a un accident d'avion, bon, c'est comme ça, bon, et qui est toujours à peu près en train d'obéir à la construction de l'imagination que l'organisation de l'organon d'Aristote prescrivait. Minimal. Il y a très peu d'autorisation à avoir de l'imagination dans l'organon. Bon, très peu. Il vous demande simplement, comme imagination, d'en avoir suffisamment pour apercevoir des affinités, des ressemblances entre des choses qui sont différentes. Bon, autrement dit, il vous demandera un exercice difficile,
là où c'est entre choses différentes, il faut que vous ayez assez d'imagination pour voir ce qui n'est pas... Bon, c'est comme si... Mais ça, c'est à l'école maternelle qu'on fait ça. On trie les lentilles et les petits pois. Bon, hein, c'est-à-dire que c'est simple. Bon, alors, le par ailleurs est compliqué parce que la peinture, est-ce qu'elle a son territoire tout à fait circonscrit? Je ne répondrai pas oui, moi. Je ne répondrai pas la peinture a son territoire circonscrit. Bon, la menuiserie a son territoire davantage circonscrit. Davantage circonscrit. Bon, alors, il y a une histoire du par ailleurs. C'est que, je vais y venir, c'est l'histoire de la philosophie dans le rapport qu'elle a à ce qui n'est pas du tout elle. À ce qui n'est pas du tout elle. Bon. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du pas du tout elle. Hein. Si tout est philosophie, bon, alors, il y a... cette date est difficile à assigner. Je suis pas sûr. Bon. Autrement dit, quand vous êtes hegelien, si vous maintenez qu'il y a du par ailleurs naturel, c'est que vous avez eu le concept trop faible et que vous n'avez pas su intégrer. Donc, il n'y a pas de par ailleurs. Bon. Aujourd'hui, on aurait plutôt envie de dire que le par ailleurs est en train de croître, se développe. Bon. Et que il est plutôt en train de, je dirais, de remplacer tendanciellement, en mordant sur la philo, quelques-unes de ses prérogatives, par exemple les sciences cognitives qui sont du par ailleurs de la philo, grignotent un peu la philo. Imaginez ce grignotage intégral, imaginez le grignotage intégral de la philo par les procédures automatiques, les procédures d'automates, vous n'avez plus de philo. Donc, il y a eu un temps où il n'y avait pas de par ailleurs pour la philo parce qu'elle exerçait sa souveraineté. Elle exerçait sa souveraineté, c'est étrange, elle est très courte, la durée du par ailleurs. Et pour moi, c'est vital si on veut avoir une bonne santé philosophique. Il y a eu un temps, mettons les Grecs, hein, bon, mais les classiques aussi, où elle exerçait sa souveraineté sur la validité des principes, la division des savoirs, et aucune activité ne pouvait échapper à la surveillance des limites, la surveillance des fondements, la surveillance des procédures. Donc, toutes les activités qu'on appellerait du par ailleurs étaient sous la surveillance de cette activité de police qu'exerçait la philo. C'était une sorte... Bon. Je ne sais pas trop. Alors, je pense que le 19e siècle a beaucoup... mais là, je suis un peu dans l'hésitation. Le 18e siècle le 19e siècle, pardon, peut-être le 18e aussi, ont beaucoup contribué à autonomiser. Je pense à l'encyclopédie, par exemple, d'Isidore d'Alembert, a beaucoup autonomisé les métiers par rapport à leur rattachement à des fondements ou à des principes extrinsèques. Ce qui fait que tisser n'exige pas, quand vous étiez grec, tisser exigeait imaginairement que vous ayez compris ce que c'était que le métier à tisser, etc., que l'entrelac, etc. Bon, zéro, bon, on tissait. Bon. Mais au 18e, on émancipe. Oui, c'est un problème d'émancipation. Autrement dit,
je crois que la question du par ailleurs se superpose et est superposable à la question de l'émancipation. Émanciper de l'Église, émanciper de l'autorité, émanciper des savoirs, émanciper des confréries, émanciper des compagnons, là, ça s'appelle comment ces trucs-là là, les compagnons sont dans des... Corporations, voilà, des corporations. Bon. Alors, ça faisait un découpage. Hein. Bon. Et aujourd'hui, le par ailleurs est en train de gagner. Autrement dit, l'émancipation est en train de se perdre, sous l'influence de procédures qui ont l'air de devenir dominantes, comme tout ce qui touche, je dirais, l'informatique. Bon, l'informatique, moi je ne connais absolument rien, mais ce que je constate, c'est que je vois son extraordinaire expansion à tous les domaines où les gens sautent de joie en disant au poil. Mais je ne sais pas du tout s'ils se rendent compte qu'ils sont en train de réclamer une nouvelle soumission et qu'il faudra une nouvelle émancipation. Il faudra une nouvelle émancipation. On est en train de perdre l'émancipation qui est quand même l'œuvre du XVIIIe. Hein. Bon, ça, c'est un très grand siècle. Et pour qu'il y ait émancipation, il faut qu'il y ait la sape des fondements. Et la sape des fondements, c'est une activité anti-philosophique exemplaire, puisque les fondements sont reposés. Hein. Bon. Ce qui fait que, pour la philo, il y a deux sortes d'objets. Bon, l'objet intrinsèque. L'objet intrinsèque qui est ésotérique. Dans le fond, l'objet intrinsèque, c'est la substance, l'accident, etc. Vous ne le comprenez que si vous êtes de la corporation. Hein. Dans le fond, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien à l'UCH, vous n'êtes pas du métier. Hein. Bon, c'est pas la peine d'aller chercher. Bon. Il y a des philosophes qui s'emploient à ne parler une langue qui n'est compréhensible que par les affiliés. Bon, donc là, il y a un objet intrinsèque et puis un objet extrinsèque irréductible, c'est-à-dire ce que j'appelle le par ailleurs. Alors, j'avance. Bon. Je vous disais que c'est peut-être avec Hegel que culmine le par ailleurs, parce que grâce à ce qui s'appelle culture, pas besoin d'être technicien en musique pour comprendre la musique. Comme aujourd'hui, ce serait un peu moins vrai. Si vous voulez comprendre la musique qui se fait aujourd'hui, il faut que vous soyez quand même un petit peu au courant des instruments nouveaux qui sont en train d'être mis en place, ou des instruments ou des usages. Bon, vous ne pouvez pas vous contenter du résultat final. Bon. Hegel appelait ça passer de l'état naturel à l'état spirituel. Spiritualiser, c'était réduire toutes les composantes matérielles de la musique, de la peinture, etc., pour ne retenir que ce qui est homogène à la pensée. Et par conséquent, j'ai travaillé l'esthétique de Hegel sur la question de la peinture hollandaise. Il en admire évidemment le réalisme, mais il dit quand on voit, et tu te souviens de cette affaire dont on avait parlé, oui, splendide, hein, quand on voit le calme des intérieurs hollandais, la sérénité, le silence qui règne, il ne faut pas oublier que ce silence est gagné sur le tumulte que fait la mer, et que c'est une bataille continuelle à la lisière de la mer et de la terre, et l'entretien des digues
qui permet de comprendre la sérénité des scènes que vous voyez. Bon, par conséquent, il dit, alors là, il entre un peu dans ce qui est le spirituel pour lui de l'œuvre. C'est pas la confection, mais c'est le fait que pour qu'il y ait ce calme, cette impression j'en vois une mère qui est en train d'allaiter, tandis qu'il y a une bonne femme qui est en train de faire le ménage, il y a des beaux meubles, et c'est impeccable, vous avez rangé à la hollandaise, hein, bon, il n'y a pas un poil de choses qui... Bon, on se dit, cette espèce d'épure est gagnée sur un extraordinaire tumulte. Bon, et que là, vous avez une lutte entre la nature, évidemment, et la culture. Bon. Alors, je dirais, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, je voulais quand même, je le ferai tout ça, hein, mais je voulais parler aujourd'hui, voilà. Bon. Il aura fallu que la philo ait du mal à supporter qu'il y ait du sans rapport. Bon. Mais c'est très difficile de supporter qu'il y ait pas de rapport, vous savez. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de lien. Bon, il n'y a pas de nom pour nommer le sans rapport. Bon, il n'y a pas de nom pour nommer le non-rapport qui est entre cette table-ci et cette table-là. Bon, il n'y a pas de rapport. Il y a un rapport par l'air, etc. Mais c'est très difficile de penser le sans rapport. Bon, alors, la philo a toujours eu du mal à penser le sans rapport autonome et autosuffisant. Ça, c'est le statut, le statut du sans rapport, c'est le statut du positif. Ce mot est très important. Autrement dit, je vais venir à cette affaire du positif. En gros, c'est mal vu, le positif. C'est mal vu. C'est mal vu. Le positif, c'est la proposition qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des choses, et qu'on puisse en dire quelque chose. Voilà, c'est tout. Sans se poser d'autres questions. Voilà. Alors, où on en reste là, qu'il y ait des arbres, où on en reste là, et on se met à détailler les sortes d'arbres. Et on fait de la comment ça s'appelle, de la botanique, oui, c'est ça. Bon. Ou bien, on est saisi par la philo. L'arbre disparaît. Il est annulé. Et la philo repart. Et alors, on repart dans l'ornière ou le frayage. Mais il y a une troisième démarche qui s'offre, c'est le métier. Alors, il faut donc que le métier soit une troisième démarche. Le vrai métier est la limite de l'envahissement par la philo. Quand il y a du sans rapport à la philo, c'est parfois difficile d'accepter la philo. Mais le métier, c'est à la fois l'apprentissage, la transmission. Alors vous comprenez bien pourquoi je pose cette question. Est-ce que la philosophie est un métier? Bon, est-ce que la philosophie est un métier? Bon, il est évident, je vais anticiper et dire elle est un métier si elle s'occupe des objets non volatiles, c'est-à-dire si elle s'occupe de la substance et de l'accident comme on s'occupe d'un moteur de voiture. Il y a des gens qui lisent Leibniz, Hegel, comme d'autres démontraient un moteur de voiture. C'est un métier. Et la plupart des philosophes sont des philosophes de métier. Et on le dit d'ailleurs.
Vous êtes un philosophe de métier, c'est-à-dire que vous êtes en train de démonter une complexité pour trouver l'élémentaire. Bon, excusez-moi, mais je voulais en dire le plus possible, et je ne vais pas y arriver quand même. Le sans rapport, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, mais d'une certaine façon, c'est très difficile à trouver, parce que quand vous accrochez un tableau à un mur, il y a un rapport. Bon, il y a un rapport. Bon. Le sans rapport, c'est une idée, c'est une idée de l'entendement qui doit rester une idée. Vous ne pouvez pas vous représenter du sans rapport, hein. Vous ne pouvez pas vous représenter du sans rapport. Mais il est indispensable, si vous ne voulez pas qu'il n'y ait plus qu'une seule chose, que de la menuiserie qui va tout envahir. Parce qu'on va pouvoir tout exprimer en termes de la menuiserie. Qu'est-ce que c'est? Si vous l'analysez, c'est savoir ajuster. C'est savoir ajuster des pièces. C'est savoir faire quelque chose avec un morceau de bois. Donc, quand on vous met un morceau de bois dans les mains, vous savoir en faire quelque chose. C'est savoir lire une épure. C'est beaucoup. Donc, vous allez pouvoir élargir le métier et de positif qu'il était, il va devenir bientôt spéculatif. C'est-à-dire, vous allez avoir des gens, Martial Guéroux, qui était un historien de la philo, était une sorte de menuisier des systèmes. Comme on dit, il démontait l'éthique de Spinoza et il la remontait en disant là, je me rappelle très bien, là il y a une aporie, il n'y en a pas beaucoup chez Spinoza, là il y en a une aussi, c'est très rare, et chez les autres il en voyait partout, mais chez Spinoza il n'en voyait pas beaucoup. Donc, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce type? J'ai été étudiant, moi, et j'assistais à ses cours. Bon, et il m'a fait penser au fait qu'il ne faisait pas du tout de philosophie. Il employait les objets et les mots de la philo, la syntaxe de la philo et les objets durcis, stabilisés de la philo, l'éthique, la cause, l'entendement, etc. Mais rien de tout ça n'était vivant. Bon, donc, je crois qu'il n'aurait pas du tout un instant aperçu l'importance qu'il y ait du sans rapport. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de pêcher à la ligne tranquillement au bord d'une rivière, je fais autre chose que la guerre en Irak. Hein, ça c'est sûr. Bon, par conséquent, si vous cherchez du rapport, vous allez peut-être en trouver. C'est peut-être un vétéran qui vient se reposer, et vous allez trouver le rapport. Mais si vous cherchez le rapport, vous le trouverez. Bon, donc la recherche est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle n'est pas signalée comme devant s'arrêter. Et il n'y a pas un signal qui vous dit, chez Aristote, si, il y a un signal, stop, pas plus loin, anankestenaï, il faut s'arrêter. Si on ne s'arrête pas, on part dans le délire. Bon, mais il est le seul. Sinon, quand on est pris par, je ne sais pas moi, Heidegger, Spinoza, pas Spinoza, non, Heidegger, Hegel, bon, c'est illimité, et même on vous félicite. Bon, je crois qu'on n'a pas assez tempéré la recherche. On n'a pas assez tempéré la recherche. Il faut, bon, et le métier, c'est pas une affaire de recherche, le métier. Le métier, c'est au contraire un problème d'exécution du déjà connu. Bon, et c'est un problème de transmission. Bon, alors, je continue un tout petit peu. Si donc un philosophe veut pénétrer dans le positif, il faut qu'il acquiert une seconde compétence, donc un métier. Vous ne pourrez pas comprendre du dehors le droit romain.
c'est-à-dire sans en faire. Vous ne pourrez pas comprendre les mathématiques sans en faire. Et l'idée classique de la philo grecque, c'est que si vous êtes dans la tête de série, vous pouvez faire une mathématique supérieure, vous pouvez faire un tissage supérieur, vous pouvez faire qui n'a pas besoin de tissu et qui n'a pas besoin de nombre, etc. Et par conséquent, c'est ce qu'on appelle, je dirais, les opérations transcendantes. Elles n'ont plus besoin des matérialités requises. Et on est parti, là, à nouveau dans le délire. D'où la nécessité de limiter la recherche et de savoir quand elle est à sa limite. Bon. Alors, encore 5 minutes, hein, et puis je vais arrêter parce que je ne peux pas aller plus loin là. Hein. Bon. 30 secondes. Bon. La philosophie pourrait bien devenir à son tour une compétence avec un domaine. Par exemple, le domaine des questions ultimes. Mettons, hein, bon, imaginons ça. Bon, j'appelle questions ultimes les questions sur le simple, le fondement, la limite, le tout, l'un. Bon, avec un domaine, mettons le domaine de ces questions-là, mais si ce n'est pas le cas, si elle ne peut pas être un domaine, c'est que elle n'arrive pas à consentir à sa phase positive. La phase positive, c'est la phase où elle a vraiment des objets comme les autres métiers. Bon, c'est surtout à elle, alors, le curieux, c'est surtout à la philosophie comme métier, c'est-à-dire comme en train de s'occuper des questions ultimes, totalement, je dirais, dévitalisées. Hein, ce sont des squelettes, ce sont des choses mortes. Bon, totalement. Bon, c'est surtout à elle que la philosophie doit son identité, bien plus que celle que j'ai préconisée. J'ai préconisé comme identité de la philo le souci permanent de son identité. Hein, bon, comme on dit, elle n'a pas d'autre souci, elle n'a pas d'autre objet que de savoir jusqu'où on peut la prendre en un autre sens. Bon. Et donc, en un autre sens que la façon dont elle existe. Bon. Alors, elle existe, telle que je l'ai dit, comme ornière et comme frayage. Bon, mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, quand même. Bon. Et alors, il est, je dirais, bien qu'elle puisse devenir une spécialité. Bon, alors, à ce compte-là, elle devient une affaire du monde. Mais je prends 3 minutes et j'arrête. Voilà. Voilà donc une troisième voie pour la philo, dotée désormais d'un domaine avec des objets spéciaux, difficiles, mais pas différents des autres domaines. Bon, elle ne sera pas un domaine. Je vous le dis tout de suite, elle sera plutôt... elle n'aura pas de domaine à elle, elle sera dans le domaine des autres, et elle s'ingéniera dans le domaine des autres à transformer le domaine en labyrinthe, dont on ne peut plus sortir, si ce n'est par 2 sorties qu'elle a prévues. Hein, quand on dit elle rend le métier impossible, bon, on dit le domaine, vous ne pouvez plus être vigneron, vous ne pouvez plus, bon, parce que elle a converti elle est très bonne, bon, c'est-à-dire qu'elle a mis des impasses partout, et donc c'est un labyrinthe, bon, et c'est l'art du labyrinthe, mais elle a 2 sorties qu'elle ne révèle pas,
mais c'est sorti, c'est vous qui allez en faire les frais, à savoir vous allez tomber sur le par-soi, et ça repart, ou bien vous allez tomber sur, je dirais, l'irréductible. Bon, alors j'aurais voulu dire 2 mots sur l'irréductible, mais je crois pas, je le garde. J'y arrivais pourtant, c'est dommage. Ah oui, j'y arrivais, oh, oui. Bon, simplement, je veux dire que il y a 2 tendances qui divisent la philosophie: s'émanciper du monde et s'y accrocher. S'émanciper du monde, on le voit très bien. C'est même une définition classique. Bon. S'accrocher, c'est trouver les points qu'on ne peut pas défaire. Je lisais, je me rappelle très bien, dans Merleau-Ponty, j'ai relu Stéphanie, les notes là, il y a des choses formidables, hein, des choses formidables. Bon, mais c'est pas là que j'ai trouvé ça. Merleau-Ponty disait, quand vous avez le rapport forme sur fond, vous n'avez pas à aller plus loin. Vous n'avez pas à chercher davantage. Bon, c'est un irréductible. Bon, et j'ai imaginé 4 irréductibles majeurs. Je vais vous les donner et puis ce sera la fin. Mais j'en avais fait pour une. Combien là? Bon. Alors, voilà. Je suis amené à dire que les irréductibles, ce sont les nœuds du monde. Si vous les défaites, c'est le chaos. Les nœuds du monde, j'en ai isolé 4 qui m'ont paru intéressants. À savoir, Merleau-Ponty, j'avais été étonné, avait dû faire un mémoire ou un travail sur l'âme et le corps chez Malebranche. Bon, d'accord. Et je me suis aperçu que la question de l'union de l'âme et du corps est chez lui devenue non plus une question de cours, c'est-à-dire non plus une question du domaine de la philo, mais un éclairage sur un irréductible. C'est-à-dire vous ne pouvez pas défaire cette union des incompatibles. Si vous le défaites, vous défaites le monde. Et j'en ai trouvé quelques autres. Bon, j'ai trouvé comme 2e irréductible la contradiction. Autrement dit, j'en donne une que j'ai choisie, entre l'usure de la planète et l'abus économique des réserves en énergie. Il est évident que vous ne pouvez pas ne pas user la planète un peu. Il est évident que vous ne pouvez pas laisser aller l'usure de la planète. Bon, ce qui m'intéresse dans l'irréductible, c'est son côté noué. Autrement dit, si vous défaites, autrement dit, si vous dites, allez, que la planète, tant pis, eh bien, vous défaites le monde. Bon, je vois un 3e nœud du monde, mais je m'expliquerai davantage. Là, c'est très très rapide là. Mais je repartirai d'un peu plus haut parce que j'ai trop de choses que j'ai laissées. Bon. 3e chose, c'est ce qu'on appelle un équilibre. Un équilibre, quand on a trouvé un équilibre, si paradoxal soit-il, on s'y tient. Donc, un équilibre, c'est l'inséparation de 2 chutes. Hein, ces 2 chutes qui, bon, quand vous regardez les gens qui marchent sur des fils là, hein, bon, d'un immeuble à un autre, bon, vous voyez bien que l'équilibre, c'est un nœud indéfaisable entre 2 chutes possibles. Bon, et puis j'ai
quatrième qui m'intéresse beaucoup, c'est l'indistinction indispensable, à la limite, de l'authentique et du semblant. Si on est dans les dispositions où on veut absolument n'avoir affaire qu'à de l'authentique, on part dans une quête, une analyse et une recherche interminables. Donc il faut arrêter. Par conséquent, les nœuds du monde, c'est exactement ce qui permet aux irréductibles d'arrêter la course à l'élément qui est le vertige analogue à ce que le par-soi provoque comme vertige. Ce qu'il faut éviter, dans le fond, en changeant d'entendement, c'est de céder au vertige du lointain, du très loin, de l'infini ou du l'ultra simple. Bon, là il y a des vertiges parce que il y a une connexion entre l'entendement et le désir. Mais là, écoutez, je vais me faire gronder, donc j'arrête. Il est 20h44, j'ai pris... Bon, on a commencé un peu en retard. Je suis désolé, j'espère que ça ne vous a pas paru décousu, j'ai dû aller un peu vite. J'ai passé des choses, mais j'y reviendrai. Ce que je voudrais faire, c'est donc, après, vous montrer que, après la question du domaine, et donc du sans-rapport déterminé, c'est-à-dire du sans-rapport où il y a quand même du rapport, il y a une dernière affaire qui est la question pas facile du tout. Bon, je dis encore un mot là-dessus. Il y a les grandes régions du monde. Les grandes régions du monde, c'est ce que j'appelle les régions, c'est là où on agit en fonction de son type de sensibilité et d'une espèce d'appartenance, d'affinité. Bon, il y a une région à laquelle on appartient parce qu'on y est né. Il y a des régions d'affinité imaginaire. Il y a des régions où on est en colère contre les formes qui existent. Un artiste, c'est ça. Un artiste, c'est quelqu'un qui appartient à une région. Alors, une région, c'est un terme technique de Husserl, que Merleau-Ponty avait repris, que De Santi reprend. Ça veut dire que ce n'est pas le tempérament, c'est l'expansion à des choses qui sont très différentes d'un même trait de sensibilité. Par exemple, il y a des gens qui, par tempérament, ne s'intéressent qu'au cas par cas. Bon, ça peut donner soit des juristes, soit des médecins. Bon, et donc il y a comme ça des régions. Est-ce que la philo est une région? Évidemment pas. La philo n'est pas une région. Les régions régionalisent le par ailleurs. Le par ailleurs est régional. Bon, et les régions sont comme ça, contiguës, sans rapport, hein, sans rapport. Elles sont bon. Il faut surtout pas construire plus. Si vous construisez plus, vous faites un système et vous fabriquez ce qu'on a toujours fait. Laissez les choses côte à côte, du côte à côte, quoi. Bon. Alors, que fait la philo? Bon, eh bien, dans une région, elle y circule un peu à rousse-poil, et c'est là où elle s'emploie à mettre des pièges, c'est-à-dire un labyrinthe. Comment dire, à la fois une direction séduisante qui est une impasse. Bon, si vous faites ça, vous allez gagner. Hein, si vous multipliez les orientations séduisantes qui sont des impasses, vous fabriquez le plus beau des labyrinthes, puisque vous n'en sortirez jamais. Mais alors, et il y a deux sorties. Bon, et donc je reprendrai ça à la rentrée. Hein. Pas la rentrée, à la rentrée, non, c'est pas la rentrée, c'est la rentrée. Dans 2 semaines, enfin c'est une sorte de rentrée, quoi. Après Pâques, quoi. Bon.